Pierre-Édouard Stérin, milliardaire d'extrême droite à la Bolloré, qui n'hésite pas à assumer totalement le fait de racheter des médias pour faire de la propagande fasciste. Et finito? Point d'interrogation. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Parce que, effectivement, je l'avais déjà un peu entendu parler, il semble être en perte de vitesse, notamment en perte de vitesse économiquement. Et il y a tout un tas de gens qui bossent avec lui, notamment dans le milieu culturel, etc., qui commencent à vouloir le boycotter parce que ça la fout mal de travailler avec un énergumène pareil. Rappelle que Pierre-Édouard Stérin a pour ambition de se faire canoniser un jour. Et il a un projet nataliste, suprémaciste blanc assumé, où il est en mode « il faut faire plus de bébés de souche blancs et chrétiens ». C'est comme ça qu'on sauvera l'Europe. Donc c'est un gros zinzin, il fait partie de ces milliardaires d'extrême droite catho-tradis, vraiment à la Bolloré. C'est un genre de Bolloré, sauf que Bolloré, il arrive à racheter tous les médias, il n'est pas finito pour autant, économiquement il se met très très bien. Le tsunami Bolloré est très dur à endiguer. Par contre, Pierre-Édouard Stérin, ce neuil, je dis ça parce qu'il a cette tête-là, de souche européenne, oui, voilà, il avait dit des bébés de souche européenne. Des bébés chrétiens de souche européenne, c'est ça qu'il avait dit. Enfin voilà, du coup Pierre-Édouard Stérin, il a l'air d'être un peu dans la panade. Comment des partenaires de Pierre-Édouard Stérin mettent le milliardaire à distance? Il est devenu radioactif. Les engagements politiques à l'extrême droite de l'entrepreneur et de son numéro 2, François Durvy, il s'appelle Durvy, comme ce collectif de musique électronique parisienne. François Durvy, conseiller du Rassemblement National, commence à ternir l'image du groupe en proie à des difficultés financières. Ah, il y a des news qui donnent le smile. C'est pas vrai la team? Il note les gens qu'il rencontre aussi. Il fait ça, Pierre-Édouard Stérin? Il est en mode genre 7 sur 10, toi. Pas top. Body count? Après, il n'a pas avoir un body count très élevé, Pierre-Édouard Stérin. Je pense qu'il a un body count de 1. Voilà. Une femme, un mariage, 8 enfants. C'est ça son modèle de vie. Body count de 1, c'est optimal pour lui. Je ne jugerai pas là-dessus, il fait ce qu'il veut. Je jugerai plutôt sur le fait que c'est une raclure fasciste qui fait de la propagande d'extrême droite en rachetant des médias. Ça c'est là-dessus que je vais le critiquer. Il a dit que le RN avait des stats de merde. Oh putain, la vie est un jeu vidéo pour lui. Hein. Il a mis 8-9 à Retailleau. Quelle indignité. Ah ouais, non. Ah, le nul. Bon, bah en tout cas, on va pouvoir se réjouir et se foutre de sa gueule, faire ha ha comme ça, parce que, voilà, réjouissons-nous, enfin une bonne nouvelle. Un adversaire a des difficultés. C'est bien, on prend. Parce qu'en plus, on a d'autres mauvaises nouvelles. Hein. Après, on fera le truc sur l'accord franco-algérien de vote du RN. Ça, c'est de la pure mauvaise nouvelle. Hein. Ça, c'est une défaite, point à la ligne. Ça, c'est peut-être une victoire, donc parlons-en. Voilà, donc c'est un article du Monde. L'article est assez long. On va le lire en entier. Je vais essayer de pas forcément trop m'interrompre au beau milieu, sauf si j'ai vraiment un truc à dire. Mais je vais pas me forcer. Si je dois lire 7 paragraphes d'affilée sans m'arrêter, je le ferai parce que sans ça, on va passer 3 heures sur l'article et on a plein d'autres sujets. Donc c'est parti, un article de Claire Hannet et Clément Guillou. Publié le 29 octobre 2025 à 5h du matin et modifié le 29 octobre 2025 à 19h44. Une lecture estimée à 13 minutes. Mais sur ce live, ça va plus prendre 1 heure. On se connaît. Ok. Donc c'est parti. Vous avez des remarques avant de commencer? Des questions? Je prends les questions, après je prends plus les questions. Hein. Non? Après vous m'interrompez pas. Hein. Non? Il a racheté un château en Sologne pour y créer une école hors contrat? Catho tradit réservé aux garçons? Ah oui, il a fait ça? Ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Donc rappelle qu'il a fait, à la base, c'est un milliardaire, il a fait fortune dans les Smartbox. C'est le mec derrière Smartbox. C'est pas si fou Smartbox. On en a offert une il y a pas très très longtemps. J'ai tardé à l'utiliser, mais au final j'ai utilisé, c'était bien. Mais Smartbox en soi, c'était pas bien. J'ai galéré à avoir ma réservation via Smartbox, c'était une galère. C'était un peu mal branlé, quoi. Voilà. Mais après, sinon, mon week-end était très bien. Week-end cabane dans les arbres en Bretagne. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Bref. Mais Smartbox en soi c'était mal branlé. On a fini par appeler le truc directement, leur disant on n'arrive pas à activer le code de la Smartbox. Ils ont fait oh oui c'est normal, c'est un peu de la merde. Donnez-nous à l'oral, c'est bon, vous inquiétez pas, ça va le faire. Voilà, c'était vraiment ça. Smartbox c'est rentable uniquement parce que les gens les utilisent pas. Ah ouais? Bah, ça m'étonne pas ça. Ça m'étonne pas ce que tu dis. Maintenant que tu le dis, ça me paraît évident. Ah le business model de con. De génie aussi. En mode genre ok. Smartbox, ça permet de réserver des week-ends. Du coup, vous offrez ça à Noël à des gens de la famille éloignée, que vous aimez pas trop. Ils vont oublier leur Smartbox, ils vont jamais réserver leur week-end. Et donc, du coup, bah, ça fait de l'argent pour Smartbox qui n'est pas dépensé ailleurs. Hop là. Ok. Le génie du mal. Comme Basic Fit, c'est ça aussi Basic Fit. Ils savent qu'il y a des gens qui prennent des abonnements pas chers. De toute façon, ils vont pas à la salle. Ok. Bon, bah voilà. Ah, ce génie entrepreneurial. Hein. Génie de l'arnaque, finalement. Hein. Rappelle qu'entre un arnaqueur et un bon businessman, il n'y a pas une différence de nature, hein. C'est une différence de degré. Voilà. Bref, allez, on va commencer l'article. C'est parti. Pour le lancement à Paris de son exposition immersive sur les fables de La Fontaine, avec notamment Charles Berling ou Ariel Dombal, Jean Vergès aurait rêvé meilleure presse.
Plusieurs reportages sur cette expérience, empruntant les codes esthétiques au parc de loisirs, ouverte en septembre, mentionnent l'actionnaire majoritaire de ces cités immersives. L'entrepreneur a beau revendiquer, devant les micros et dans son discours d'inauguration, sa totale liberté artistique et sa vision, je cite, inclusive de la culture, un nom ne passe pas. Celui de Pierre-Édouard Stérin. Ce monsieur. Hop là, je dézoome. Rien dans sa Cité des Fables, adossée à un comité scientifique solide, ne semble pourtant sujet à caution. Mais l'identité de son actionnaire, sans qui le projet n'aurait pas vu le jour, est sur toutes les lèvres. À travers son fonds du bien commun, Pierre-Édouard Stérin finance de nombreux projets culturels, dont une partie présente une version biaisée de l'histoire, exaltant le roman national à des fins idéologiques. Et là-dessus, c'est exactement comme Philippe de Villiers avec, par exemple, le Puy du Fou, quoi. C'est des mecs pétés de thunes qui montent des business avec un espèce de roman national fantasmé, qu'en final nationaliste, réactionnaire et d'extrême droite, globalement. C'est vraiment la logique Philippe de Villiers, Puy du Fou, c'est à peu près la même chose, quoi. Jean Vergès s'en est ouvert depuis l'été à des partenaires potentiels, selon les informations du Monde. La présence du milliardaire d'extrême droite à son capital pose, je cite, pose problème. Il cherche à l'en évincer. D'autant que ce souci d'image se superpose à une autre difficulté. L'argent que les équipes de Pierre-Édouard Stérin s'étaient engagées à verser au printemps n'est que partiellement arrivé, car l'empire de l'homme d'affaires est à court de liquidité. Bah alors, on n'a plus une thune? Bah alors, monsieur le milliardaire? Oh non, j'ai plus de liquidité, putain. Oh là là. Oh non, j'ai plus d'argent. Bah bien fait pour toi, tiens. Peut-être qu'un jour tu seras même plus milliardaire, sale menteur. Trop bien, ça fait plaisir. Ah, un milliardaire ruiné, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Enfin, ruiné, il est encore très très riche, hein. Mais bon. Voilà, l'empire de l'homme d'affaires est à court de liquidité. Il y a des news qui donnent le smile. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de ressources, évidemment. Mais ça va. Alors, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps, quand même. On a le droit de se réjouir une fois ou deux dans ce monde de brutes. Ruiné, il a encore quelques millions. Oui. Mais je veux dire, quand ton objectif, c'est racheter des médias pour faire de la propagande, à un moment donné, t'as besoin aussi de liquidité, quoi. Peut-être que oui, il sera toujours indignement riche, ce gars-là. Mais je veux dire, s'il est suffisamment en difficulté financière dans son entreprise, dans son empire, qui fait qu'il est obligé de ralentir sur la propagande et sur le rachat de médias, bah c'est trop bien. Même si évidemment il restera archi multimillionnaire, il croulera sous la thune toute sa vie, ce gars-là. Mais je veux dire, s'il est suffisamment en difficulté pour arrêter d'acheter des médias, banger, hein. En vrai, on prend, hein, évidemment. Refusant de commenter l'éventuelle évolution de son actionnariat, Jean Vergès dit rejeter férocement toute forme d'instrumentalisation idéologique de l'histoire et défendre une image apolitique. Bah ouais, mais bon, si tu fais ça avec la thune de ce terrain, tu peux le dire, mais c'est pas top, quoi, dans tous les cas. Les mésaventures des cités immersives sont emblématiques des remous que traverse Pierre-Édouard Stérin. Donc c'est plus de ça dont on va parler que des cités immersives à proprement parler. Qui n'a pas souhaité répondre au monde. Pierre-Édouard Stérin, il aime bien pas répondre. Il est en mode genre, la commission parlementaire, là, va enquêter sur moi? Non, je viens pas. Non, j'ai la flemme. Quoi, les journalistes du Monde, là? Non, je vous accrédite pas à mes universités d'été. Ah non, j'ai mélangé deux trucs. J'ai mélangé deux trucs. Donc il aime bien faire ça. Il aime bien faire ça, Pierre-Édouard Stérin. Il aime bien ne pas répondre et dire vu et sans tape, c'est un peu une de ses strates, quoi. Voilà. La holding de Pierre-Édouard Stérin, depuis le printemps, souffre d'un grave manque de liquidité, mettant à l'arrêt nombre de projets, ainsi que l'ont décrit le Nouvel Obs et Libération. Information confirmée par plusieurs partenaires du milliardaire dans les champs politiques et culturels, et par une source haut placée au sein d'Otium, son family office. Donc c'est une genre de boîte dévolue à la gestion du patrimoine familial. La balle perdue pour LFI, non, c'était vraiment pour la blague, hein. À premier degré, il n'y a aucune comparaison à faire entre Jean-Luc Mélenchon et la LFI et Pierre-Édouard Stérin. Genre vraiment, c'est juste il y avait le truc dans le mode genre, il refuse de parler au monde. Du coup, je me suis dit, j'avais envie de faire la petite blague. Oh, j'ai du mal à m'en empêcher. Mais après, moi, je m'en bats les couilles, hein. Olivier Pérou, je m'en branle de ce gars-là. L'histoire des amphis, oh oui, ok. Après, moi, je suis un peu une journalope corporate maintenant, hein. Voilà, je vous l'ai dit, je l'assume totalement. Donc, par moment, peut-être que je vais vous décevoir parce que j'aurai ces petits côtés un peu en mode quand même, la liberté de la presse et le journalisme de qualité est ultra important en démocratie, même si c'est pour critiquer Jean-Luc Mélenchon. J'aurai des moments comme ça dans ma carrière, voilà. Je l'assume totalement. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah vous pouvez toujours cliquer sur la petite croix rouge. Quel espiègle, voilà, c'est de l'espièglerie. On est juste dans de l'espièglerie, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous inquiétez... Ouais. Vous inquiétez pas, faites-moi confiance. On verra en 2027 quand faudra faire la campagne de la France Insoumise. On verra qui est déter. On verra qui motive des gens à aller convaincre leur gros daron de voter pour lui. On verra. Trust me, bro. Trust. Bon, bref, allez, on continue. Ok, donc son family office, il y a un mec dans son family office, on a une espèce de SCI familiale, la gestion du patrimoine, je sais pas quoi, qui a confirmé que là, c'était compliqué, hein, qu'ils avaient un manque de liquidité.
La priorité est désormais de redresser les comptes et l'image du groupe, terni par les engagements politiques à l'extrême droite de son fondateur et de son numéro 2, François Durvy, dont on parlait tout à l'heure, conseiller du RN, explique-t-on en interne. D'accord, donc là on voit l'affiliation à l'extrême droite est extrêmement claire. Le départ de ce dernier est attendu en cas d'élection législative anticipée. Donc on parle de M. Durvy. Pour briguer la députation sous les couleurs lepénistes, possiblement dans la 6e circonscription du Calvados, celle d'Elisabeth Borne, que vous connaissez bien. Il s'en ira, quoi qu'il en soit, pour préparer la campagne présidentielle de 2027, laisse-t-il entendre au Monde. D'ici là, Pierre-Édouard Stérin lui a fixé une mission. Apurer la dette du groupe, située entre 200 millions et 300 millions d'euros, selon François Durvy. Bah alors, ils sont endettés auprès de marchés financiers, ça les dérange pas de devoir 200 à 300 millions à quelqu'un, Pierre-Édouard Stérin. Alors quand il faut payer 10 millions d'impôts à l'État français, c'est non, je pars en Belgique. Il est déjà domicilié en Belgique, Pierre-Édouard Stérin. Par contre, quand il faut emprunter 300 millions sur les marchés financiers à des banquiers, là, ça les dérange pas de dépenser. Hein. Bizarre. J'avais oublié que ce mec faisait des promesses de financement qu'il ne tenait jamais. Mais ça a l'air d'être un peu un escroc sur les bords, Pierre-Édouard Stérin. Il a l'air vraiment gaze. Hein. Après, en même temps, quand t'as fait fortune avec Smartbox, pour un milliardaire, c'est un peu petit bras. Hein. Regardez Bolloré. Bolloré, vrai milliardaire. Il a fait fortune. 80% de sa fortune, c'est en exploitant des pays africains. Il a racheté des ports dans certains pays d'Afrique. Il s'est fait des milliards et des milliards avec l'exploitation de l'huile de palme en utilisant des travailleurs de pays africains sous-payés et maltraités toute la journée. Il a tué des milliards, des dizaines de milliers d'orang-outans dans des jungles, dans des espèces en voie de disparition pour aller récupérer l'huile de palme. Voilà, lui, c'est vrai milliardaire. Lui, c'est que de l'argent ultra sale, sa mère, quoi. Lui, c'est du solide. Vrai milliardaire à 80% de sa fortune qui vient de l'exploitation des pays du Sud. Ça, c'est un business model viable à long terme quand on a un milliardaire dans ce monde. À côté, j'ai fait fortune avec Smartbox, c'est un peu petit bras. Hein, voilà. Je dis ça, je me place du point de vue des milliardaires. Hein. Je dis ça pour dénoncer, évidemment. La bonne blood money qu'on aime. Ouais, voilà, c'est ça, mais enfin, premier degré. Hein. Je veux dire, je pense que quand t'es un milliardaire et que t'as fait fortune dans la grande distribution ou l'exploitation des ressources en Afrique, je pense que c'est plus viable à long terme que faire fortune dans Smartbox. Hein. Je pense qu'il passe un peu pour un bouffon dans le milieu des milliardaires français, Pierre-Édouard Stérin. C'est un peu le nouveau riche un peu gaze, quoi. Je pense. C'est mon avis. Voilà. Merci Sounk pour ton 9e mois. Merci beaucoup. Ah là là. Bon, bref, ok. Faute d'obtenir les crédits espérés auprès des banques, Otium, donc c'est la Family Office de Pierre-Édouard Stérin, Otium est contraint de vendre les bijoux de famille. Des groupes proches de l'Empire Stérin, comme Vivendi et Banijay, ont été sollicités ces derniers mois pour saisir des opportunités, selon les informations du Monde. Les parfums Dossier, dont la vente prévue au printemps a été reportée, seront cédés d'ici à la fin 2025, selon François Durvy, ainsi qu'une part substantielle du capital d'Adrena, entreprise spécialisée dans les loisirs d'intérieur, comme l'a révélé l'Informé. Donc ils sont en train de revendre des bouts de l'Empire Stérin. Hein. Donc là quand même, c'est que ça pue un peu la merde pour lui. Hein. Banijay, c'est le truc de Hanouna. Oh là là. Oh, les connexions horribles. Ah, la connexion Pierre-Édouard Stérin, Hanouna. Mais Hanouna, il est déjà connecté à Bolloré, c'est déjà la créature de Bolloré un peu. Oh là là. Les parfums Dossier, c'est eux? Bah, vraisemblablement. Je connais pas, moi j'y connais que dalle en parfum. Moi je suis un gauchiste pulapis qui boit de la 8-6. Hein. Moi le parfum, j'en mets pas. Hein. Je mets du déo à la limite. Non, je mets du déo. Bref, peu importe. Ok. Vivendi et Banijay, c'est Bolloré et Hanouna. Ok. Ah non, Banijay, c'est le truc de Hanouna directement. Ok. D'accord. Bon, bref. Du coup, Adrena, entreprise spécialisée dans les loisirs d'intérieur. Cette dernière est considérée comme la pépite d'un groupe valorisé à 1,7 milliard d'euros. Un chiffre qui suscite beaucoup d'interrogations en interne. François Durvy maintient que la mise en vente d'Adrena intervient dans le cycle habituel de cession prévu par Otium. Mais ce besoin criant d'argent, connu de tout Paris, et dans un contexte global délicat pour la private equity, le capital investissement, pourrait peser sur les prix. Ok, donc c'est un peu technique, je vous le résume facilement, Pierre-Édouard Stérin, il est un peu en train de prendre l'eau, il doit revendre les bijoux de famille parce qu'il a plus une tunasse, quoi. Ce neuil. Voilà. En gros, petit résumé. Si vous regardez la vidéo de YouTube et qu'il y a eu une micro-coupure, c'est normal, c'est parce que j'ai enlevé le train de l'hype, c'était pas très intéressant pour vous. On reprend l'article, mais je sais plus où j'en étais. Si, on en était là. En gros, la boîte, la holding de Pierre-Édouard Stérin, et notamment Otium, qui est il s'appelait ça comment, son Family Office, qui est un peu du coup voilà, la boîte, la maison mère de l'Empire Stérin, est un peu dans la merde et revend certains trucs, comme notamment Adrena, entreprise spécialisée dans les loisirs d'intérieur. Donc ça sent la mouise pour Pierre-Édouard Stérin, on en était là globalement. Merci beaucoup Amourouza, merci Ambroise pour ton sub offert, merci beaucoup. Allez, on reprend l'article du coup. Problèmes réputationnels et difficultés financières s'inscrivent dans un contexte. L'année 2025 est celle des revers de fortune pour le propriétaire de Smartbox.
devenu l'objet d'une grande curiosité médiatique depuis 1 an et demi. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et il n'y a pas que sur les petits streams de gauche, etc., qu'on parle de l'empire Pierre-Édouard Stérin et de Pierre-Édouard Stérin comme étant un second Bolloré qui arrive dans le paysage médiatique français, quoi. Il n'y a pas que moi ou d'autres streamers de gauche qu'on en parlait. Tous les médias un peu de gauche ont pas mal insisté là-dessus. Et comme il y a après cette espèce de jurisprudence Bolloré, on voit très très bien, très concrètement, tout le mal qu'a fait Bolloré au climat médiatique actuel. Bah c'est vrai que quand il y a Pierre-Édouard Stérin qui a commencé à débarquer en mode full Bolloré, je vais racheter des médias pour faire de la propagande d'extrême droite, la gauche était sur le qui-vive et on l'a bien pointé du doigt, quoi. Et tout ça commence à créer un revers de la médaille pour Pierre-Édouard Stérin et son empire. Ce qui est une bonne chose. Bah comme quoi, voilà, faire ce travail de battage médiatique, presque j'ai envie de dire, tout ça a une utilité. Et on le voit bien à travers cet article du Monde. Et merci à Luma d'avoir sorti les infos du plan Stérin Périclès. Ah, c'est Luma qui a sorti ça? Les GOAT, finalement. Hein. Le meilleur quotidien national de France, finalement, Luma. Hein. Je dis pas ça par corporatisme. Hein. Je le dis un peu par corporatisme. Abonnez-vous à Luma, d'ailleurs. Bref, j'en étais où? Ok. Oui, voilà. Il est devenu radioactif qu'on s'en approche. Donc ça, c'est vraiment la phrase qui est restée dans l'article et non mis dans le titre de l'article. Il est devenu radioactif qu'on s'en approche. Le mélange des genres entre ses engagements politiques et économiques est toxique. Ça ne marche pas, déplore un partenaire d'affaires. Depuis le début de l'année, c'est devenu criant. L'enquête sur la faillite de Stérin, c'est Libé. Après, Libé, parfois, ils font des trucs super. Hein. C'est juste, voilà, quoi, ils sont pas en train de dire « Vive le parlementarisme grâce au PS ! Nique Jean-Luc Mélenchon !» Quand ils font pas ça, en vrai, Libé, bon, il y a des trucs, voilà, pareil, sur la Palestine, sur l'international, ils ont une ligne qui parfois est très problématique. Mais il y a plein de trucs où ils font du bon boulot. C'est ce que je dis tout le temps. Sur l'extrême droite, par exemple, il y a Maxime Massé et Pierre Plotu qui font du très boulot sur des enquêtes sur l'extrême droite au sein de Libération. Il y a certains trucs pour, voilà, aller enquêter sur Pierre-Édouard Stérin. Ils peuvent faire le taf, évidemment. C'est juste que quand on prend un truc comme un média, parfois il y a du très bon et du très mauvais, mais le très bon qu'il y a à prendre dans un média, on peut le prendre. Je veux dire, le très mauvais d'un média, d'un titre de presse en tout cas, n'annule pas le bon qu'ils font à côté, quoi. Voilà. Enfin, Libé, c'est Jean Quatremer aussi. Ah mais oui, Libé, il y a des trucs qui puent la merde chez Libé. Des trucs qui puent la merde et qu'il faut dénoncer, tout à fait Alien 6, je suis bien d'accord. Mais il y a certains trucs où, pour le coup, on prend, parce qu'ils font un vrai travail de journalisme utile. Et quand ils font ça, c'est pas parce que c'est Libé qu'il faut fermer les yeux et faire comme si ça n'existait pas. C'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est tout. Et notamment sur l'extrême droite, moi, surtout le traitement de l'extrême droite, franchement, j'ai rien à reprocher à Libération, typiquement. Mais Luma, c'est mieux. Voilà, lisez Luma plutôt. C'est le pire journal étiqueté à gauche, mais il y a des trucs bien. Oui, voilà, c'est ça, c'est juste ça. Mais comme Le Monde, hein, parfois Le Monde, tu lis des articles et des tribunes, t'es en genre, c'est quoi ce journal de merde? Et parfois tu lis des vraies enquêtes poussées avec des longs articles et tout, et t'es en genre, waouh, vrai bon travail qui a été fait. C'est comme ça qu'il faut lire la presse, quoi. Il faut savoir trier le bon gré de livre. Hein. Effectivement, quand t'as pas de repères politiques et que t'as pas, on va dire, d'angle là-dessus, tu peux vite te faire avoir si t'as une confiance absolue et aveugle dans un titre de presse. C'est le cas pour tous les titres de presse. Voilà, on parle de Libé, on parle du Monde, c'est aussi le cas pour Mediapart ou même pour l'Humanité, ça peut arriver. Hein. L'Humanité, il y a des trucs où ils ont été critiqués à raison dernièrement. Voilà, comme la une qu'ils avaient fait sur la reconnaissance de la Palestine, etc., etc. Merci en tout cas pour le train de live qui vient de se terminer. 95 subs, 3 bits. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Voilà, même dans la croix, on trouve des trucs bien, absolument. C'est juste que, voilà, c'est la presse, c'est toujours un peu comme ça. Et limite, un bon titre de presse, il y a toujours un moment où il va plus ou moins te décevoir parce que c'est un titre de presse, c'est pas des militants. Quoi. Bref, voilà. Bon, en tout cas, pour revenir à Pierre-Édouard Stérin, ses partenaires commerciaux sont en mode genre, non, là, on a trop parlé de lui comme étant un fasciste, à raison, ça commence à la foutre mal, sachant qu'en plus, il a mis un petit peu ses pattes dans des trucs qui sont dans le milieu culturel. Et milieu culturel, quand même, il y a encore un truc qui tient d'antifascisme, on va dire, de dire à l'extrême droite, ça dégage, quoi. Voilà. Le milieu culturel, dans l'ensemble, j'ai l'impression, pas tout le milieu culturel, mais dans l'ensemble, a quand même conscience que l'extrême droite est l'ennemi de la culture. Et l'ennemi économiquement, en tout cas, de la culture. Ils veulent tout privatiser, l'exception culturelle française sur les financements publics du milieu associatif et culturel. Le milieu culturel a quand même tendance à savoir que l'extrême droite veut détricoter tout ça et que Pierre-Édouard Stérin est un ennemi directement. Donc voilà, tout ça, ça le fout dans l'embarras. Voilà, ils savent qu'ils vont douiller en premier, absolument. Allez, on reprend. L'image de Pierre-Édouard Stérin contamine aussi bien ses projets caritatifs, comme la Nuit du bien commun, dont il a fini par quitter l'organisation, que ses anciens collaborateurs, tels son ex numéro 2, Alban de Rostu, dont l'arrivée au sein de la direction du groupe Bayard a été annulée en décembre 2024 après une fronde des salariés. Mais c'est bien ça fait plaisir. Et des espèces de crapules qui viennent du groupe Pierre-Édouard Stérin, et au final, il y a des grèves et des frondes, il y a des frondes de salariés qui disent on veut pas de ça chez nous, et puis ils se barrent, quoi. Voilà. Après, c'était déjà ça, quand Bolloré a racheté Canal+, il y avait déjà un peu de ça. C'est juste que Bolloré, il arrivait en mode genre, de toute façon, j'ai trop de thunes, je vous rachète, vous allez faire quoi? Bon voilà, ils se sont fait un peu baiser. Et oui, je suis de Bayard. T'es de Bayard, toi, Venom 77? Tu faisais partie des salariés en fronde? C'est vrai? Trop bien. Bah, force à toi, ça a marché du coup. Hein.
Ou alors j'ai pas bien compris ton message. Ok. Sa vie privée à Pierre-Édouard Stérin est également touchée. L'entrepreneur a mis en vente sa maison sur le front de mer de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, tout juste rénové, mais visé par des militants d'extrême gauche. Il ne vient plus à Paris ou presque, inquiet d'être reconnu dans la rue. Ok. Ok. Eh ben ouais, pas de fachos dans la campagne, pas de campagne pour les fachos, tout à fait. Avec des petites pastèques et un petit extinction, non, un petit les soulèvements de la terre, pas mal du tout. C'est beau un peu, hein, c'est beau. À Dunkerque, Stérin il a perdu un projet de pôle d'activité sans doute à cause de son nom aussi. Stérin finito, hein. Ça fait plaisir à lire. Ça fait plaisir à lire. Décrit jusqu'en 2024 comme un entrepreneur atypique, à la fois exilé fiscal et grand donateur aux associations, Pierre-Édouard Stérin a vu les indices de sa radicalité politique progressivement dévoilés par la presse. Présence de plusieurs collaborateurs parmi les candidats d'Éric Ciotti, après son alliance avec le RN, révélation du fameux projet Périclès visant à influencer le débat public pour porter au pouvoir une droite réactionnaire et anti-immigration, bon l'extrême droite quoi, enquête préliminaire sur son financement de campagne de candidat RN en 2020 et 2021, jusqu'à ses propos publics repérés par Mediapart à l'été, tenus lors d'une conférence. Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, 1. Le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne, on en avait parlé. 2. De faire en sorte que ces bébés soient baptisés. Et ça, franchement, c'est en mode genre, il faut des bébés blancs et chrétiens pour repeupler l'Europe face à l'envahisseur sarrasin. Ça, c'est pas passé auprès de beaucoup quand même. C'était trop nazi-codé, quoi. C'était trop nazi-codé. Ouais. Une répétée de l'Humanité, de Libération, du Nouvel Obs. Longtemps, Pierre-Édouard Stérin s'est félicité de l'attention que lui portait la presse de gauche, qui l'érigeait comme un nouveau Vincent Bolloré et, partant, une figure d'envergure à droite. Une revanche pour celui qui s'est toujours vécu comme un outsider, ne disposant ni du capital financier et culturel de la grande bourgeoisie de l'Ouest parisien, ni d'un accès facile aux grandes familles ou aux dirigeants du CAC 40. Donc lui, il est en mode genre, moi je suis un petit, je me suis fait tout seul avec Smartbox, et là enfin on parle de moi. Mais oui, mais on parle de toi en mal, et du coup ça fait péricliter ton empire financier. T'es con ou quoi? Le revers de la médaille. Ouais, j'ai atteint la gloire, je suis le nouveau Bolloré. Mais tu n'as peut-être ni son argent, ni son talent, Pierre-Édouard. Donc c'est ciao. Voilà. Et comme quoi, hein, la presse sert quand même à quelque chose. Hein. Voilà. Et là, ça reste la presse, quoi. C'est pas BFM TV, c'est pas les chaînes d'infos en continu. Là, c'est la presse, quoi. Voilà. On parle de Du Monde, d'Humanité, de Libération, Nouvel Obs, c'est la presse, quoi. Voilà. C'est quand même mieux que BFM TV. Ok. Les partenaires financiers n'aiment pas la politique. Ils laissent entendre qu'Otium doit être un investisseur classique. Depuis qu'il est présent dans les médias, un certain nombre d'interlocuteurs sont frileux, constate un ancien cadre qui a vécu en première ligne les interrogations des banques sur le profil très politique de cette structure. La situation financière et le risque réputationnel font que peu de banques ont envie de prêter, assure un salarié d'Otium. C'est bien. Le patron, François Durvy, se veut rassurant. Cela vient dans les discussions, évidemment, et il s'interroge sur la séparation de nos activités. Mais est-ce que cela a déjà bloqué des choses? Pas à ce stade. Bah si, du coup. L'article dit que ça a bloqué des choses. Est-ce qu'il serait pas en train de mentir? Il est en mode genre, non, ça n'a rien bloqué, vous inquiétez pas. À ce stade, ça n'a rien bloqué. Il fait penser à ça. Il parle comme ça. Attendez. Il est où? Celui que je cherche. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Pauvre, tu es François Durvy. Non, à ce stade, rien n'a été bloqué. Je cite. Cela vient dans les discussions, évidemment, et il s'interroge sur la séparation de nos activités. Mais à ce stade, rien n'a été bloqué. Ouais, c'est ça. Allez, bouffe ton seum. Même les structures de l'État, comme la Banque publique d'investissement BPI France ou le Comité interministériel de restructuration industrielle, acceptent de travailler avec Otium. Si des mises en garde publiques contre l'influence de Pierre-Édouard Stérin ont été formulées ces derniers mois par les filières des expériences immersives et de la réalité virtuelle, pas grand monde ne s'en émeut dans le secteur de la tech, où Otium est très présent. Ok, pour l'instant. Les prises de distance ailleurs se multiplient. À commencer par Montion Capital, le fonds sur lequel comptait Otium pour passer un cap et gérer de l'argent de tiers. Après l'échec en avril du rachat de l'équipementier automobile GMD, sur lequel Montion travaillait depuis 1 an, ses équipes ont quitté le giron d'Otium pour lui préférer, comme investisseur majeur, une grande famille suisse. Le fonds a depuis fait ses 2 premières acquisitions. Ok, d'accord. Donc il y avait un fonds d'investissement qui s'appelait Montion Capital, qui voulait racheter des trucs et qui voulait du coup s'allier à Otium, au fric d'Otium, la boîte de Pierre-Édouard Stérin. Ils ont fait, ouais non, on préfère une grande famille suisse.
Bon, bah, comme quoi, oula, comme quoi ils perdent des trucs pour de vrai. Ah zut, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé sur quel bouton? C'est pas possible. J'en étais où? J'en étais là. Ok. Au début du mois d'octobre, le média en ligne Le Crayon, ah, ça on connaît Le Crayon. Donc Le Crayon, c'est une espèce de média en ligne. Ils adorent faire des débats de cons en mode genre, on met 3 nazis face à un mec de centre gauche. Pluralité, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, il y a des gens que j'aime bien quand ils faire des débats au crayon, notamment Mathieu Burgalassi, il en avait fait un il y a longtemps. Et lui, il est arrivé, il avait archi bien préparé, du coup, il les a déglingués, ceux d'en face, hein. Mais il y a aussi plein de moments, ils invitent un gauchiste demi-habile face à 3 nazis hyper habitués. Et donc, du coup, c'est en mode genre, bah regardez, c'est un débat parfaitement non biaisé, il se trouve que l'extrême droite le gagne. C'est un peu ça la stratégie du crayon. Et voilà, quoi, de toute manière, il y a un peu la thune de Pierre-Édouard Sterrin derrière, hein. Après, Mathieu au crayon, incroyable, hein. Franchement, il est arrivé, il savait quoi dire. Il s'est pas laissé décontenancer, il a été très très bon, hein. Effectivement. Mais c'est pas le cas de tous ceux qui sont passés par le crayon, hein. Voilà. Évidemment. En tout cas, au début du mois d'octobre, le crayon, dont le fonds du bien commun était un petit actionnaire, a annoncé avec fracas l'avoir évincé de son actionnariat. Ok, même le crayon, ils veulent plus être associés à eux. Quand ils sont entrés au capital, on n'avait aucune connaissance de leur projet politique, explique Walran Moulet-Berthaud, cofondateur du crayon. Quand on a appris le projet Périclès dans l'humanité, on ne savait plus où se mettre. Et au vu de nombreuses interrogations, on a préféré couper avec eux de manière très diplomatique. Hmm, c'est bien. Le média, qui se vante de confronter les idées les plus radicales, invite régulièrement des personnalités d'extrême droite sans les présenter comme telles, mais assure n'avoir jamais reçu de consigne. C'est un hasard, hein. Ouais. C'est un hasard. Ah, on dit pas que les personnalités d'extrême droite sont d'extrême droite. Il se trouve que Pierre-Édouard Sterrin est plus ou moins au capital, mais c'est un hasard, hein. C'est un hasard total. Oui, c'est ça. Une affirmation dont doute François Durvy. Donc François Durvy, c'est le bras droit de Pierre-Édouard Sterrin. Même lui, il est en train de dire, le crayon, vous êtes des mythos, vous saviez très bien. Quand vous êtes un média et que vous faites entrer le fond du bien commun, qui est un objectif sociétal assumé à votre capital, c'est se moquer du monde de dire qu'ils n'ont aucune influence sur vous. Ce n'est pas très chevaleresque de sortir un actionnaire gênant maintenant qu'ils ont de l'argent. Ah là là. Le crayon qui est en mode, on n'a jamais été sous l'influence de Pierre-Édouard Sterrin. Nous sommes libres. Et du coup, Pierre-Édouard Sterrin lui-même, enfin son bras droit, dit, arrêtez d'être des mythos. Vous n'auriez pas viré notre capital si on n'avait pas d'influence sur vous. Soutien critique à François Durvy de dire les termes sur ces bâtards du crayon finalement, hein. Ok, c'est marrant les situations comme ça. C'est deux gens que t'aimes pas qui se foutent sur la gueule entre eux. T'es en mode genre, ah oui, ah, tapez-vous entre eux, c'est pas grave, c'est parfait, c'est parfait. Comme quand tu joues à un jeu vidéo et que t'as des mobs qui sont tous les deux des ennemis mais qui sont aussi ennemis entre eux, qui se foutent sur la gueule, t'arrives, ils ont plus de PV et tu les tues archi facilement. Ça fait souvent ça dans les jeux vidéo, vous voyez, dans des MMORPG ou autres. Dans Satisfactory, ça peut faire ça. T'as une espèce de grosses araignées mutantes qui se battent avec d'autres types de bestioles. T'arrives, elles sont déjà tuées entre elles et puis tu récupères les bouts de viande, quoi. Vous voyez. Là, c'est un peu ce qui se passe. Ça fait plaisir. Oui, l'inverse est mauvais aussi. De quoi? Je comprends pas ce que tu veux dire. Il y a Eja entre des blaireaux. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'inverse est mauvais aussi. Ah, quand il y a deux personnes que tu kiffes qui se foutent sur la gueule entre eux? Ah, oui, ça peut être chiant. Ça peut être chiant. Bref. Allez, on continue l'article. On est qu'au début. Oh putain, il est long sa mère l'article. Je vais lire un peu plus. Les signes de la radioactivité de Pierre-Édouard Sterrin se manifestent dans tous les domaines. L'univers catholique de l'Ouest, sous la pression de ses étudiants, l'université catholique de l'Ouest, pardon, sous la pression de ses étudiants, a renoncé à l'argent promis par un fonds créé par le Fonds du bien commun. Après des révélations du journal angevin La Topette, la Topette, attention, enfin, faut pas modifier la première lettre, et du site d'investigation Disclose. Durant l'été, c'est le label des plus belles fêtes de France, monté par une société d'événementiel dont Pierre-Édouard Sterrin est actionnaire, qui a souffert de cette association. De nombreuses municipalités labellisées se sont retirées du projet. En janvier, la mairie de Paris a remis en question des concessions sur les bords de Seine sur le point d'être attribuées à 2 restaurants de l'économie sociale et solidaire, Bonne Table et la Table de Cana, parce qu'ils étaient liés au fond du bien commun. La concession a finalement été votée en avril, après que ces liens ont été rompus, a appris Le Monde. Gastronomie toujours, un événement en Bretagne du Canon français. Alors le Canon français, c'est un vieux truc dans le mode genre de gros droitards, viandards, qui aiment bien la bonne viande et la bonne tease. Et on n'aime pas trop les Arabes, mais on le dit pas. C'est des espèces de trucs comme ça, en mode qui font des grands banquets de cons. Vous connaissez ce genre de lore, c'est bien de la merde. Mais en tout cas, un événement en Bretagne du Canon français, ces banquets bleu, blanc, rouge rachetés par Pierre-Édouard Sterrin, vient d'être annulé pour la première fois par les propriétaires du château, où ils devaient se tenir alertés par des militants de gauche. Et moi, quand même, quand je lis cet article, ça me donne l'impression que voilà, les militants de gauche et la presse de gauche aussi qui alertent sur tout ça, c'est en train de porter ses fruits pour de vrai. Il y a eu combien d'exemples de trucs qui ont été annulés parce qu'il y avait Pierre-Édouard Sterrin dans l'équation et que les gens étaient en mode c'est pas possible, on peut pas faire ça, ce mec est un nazi. La cancel culture fonctionne finalement. Comme quoi la cancel culture, c'est bien.
mais il faut surtout la diriger vers l'extrême droite. Là, en vrai, on peut voir ça comme des victoires de la gauche, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Keep going, on s'arrête pas. On s'arrête pas quand on va dire Souverain ne sera même plus milliardaire. Voilà, prochaine étape, faillite de Smartbox. Bretagne, Antifa, bien sûr. Let's go. En tout cas, je savais pas que le canon français, ça avait été racheté par Pierre-Édouard Sterrin, mais du coup, ça m'étonne pas. Effectivement, quand on est traité de sale faf, on avait raison. Bullying pays. Enfin non, là, c'est pas ça. On alerte, bien sûr. C'est pas du bullying. Depuis 2024, les lancements de projets se font plus discrètement. Et l'organisation des structures de Pierre-Édouard Sterrin s'est complexifiée, constituant un écheveau qui a reconstitué l'Observatoire des multinationales. Le recours à des associations ou à des fonds de dotation pour certains projets permet de rester à l'abri des curieux. Ce type de structure étant soumis à moins d'obligations de transparence que des sociétés commerciales, constate le média en ligne. L'heure est-elle venue de la fin des projets d'influence politique et sociétale de Pierre-Édouard Sterrin ? Nombreux sont les conseillers qui lui recommandent de se recentrer sur ses projets entrepreneuriaux. Pas François Durvy, par contre. Donc c'est son espèce de bras droit. Son bras droit, qui est littéralement conseiller et qui serait peut-être candidat RN. Voilà, il est conseiller du Rassemblement National et pourrait être candidat Rassemblement National à d'éventuelles législatives. Et c'est aussi le bras droit de Pierre-Édouard Sterrin. Donc lui, François Durvy, il n'est pas pour se recentrer sur les projets entrepreneuriaux et arrêter de faire cette bataille culturelle, quoi. Son objectif est d'avoir une influence sur les choses dans un sens qui lui paraît juste. Moi aussi, je fais ce en quoi je crois. Je ne vais pas lui dire « Arrête, car cela nuit à la valeur de ce que tu crées ». D'autant que dans ma perception des choses, ce n'est pas le cas. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. En vérité, là, vous êtes en train de perdre des contrats juteux à faire cette tactique-là. Donc c'est bien. Vas-y, François Durvy. Continue à vouloir assumer tes convictions. Continue à percevoir que ça ne nuit pas à la valeur que ce que vous créez. Parce que l'article dit précisément le contraire. Donc vas-y, continue ta stratégie perdante de con. Très bien. On prend. Plusieurs proches de Pierre-Édouard Sterrin imputent à François Durvy, désormais reconnu comme un proche conseiller des leaders du Rassemblement National, Marine Le Pen et Jordan Bardella, tout simplement, tant les difficultés d'Otium que ses engagements politiques avec Périclès. Ceux qui ont travaillé auprès des deux hommes jugent unanimement que François Durvy jouit d'un ascendant sur Pierre-Édouard Sterrin et l'aurait incité à mettre sa fortune au service de l'extrême droite. Ah oui, c'est Pierre-Édouard Sterrin, il n'a pas décidé tout seul. Oh non, en fait, c'est François Durvy qui lui a dit « Pierre-Édouard Sterrin, c'est un honnête monsieur qui essaie juste de faire le bien, il est sous emprise de son bras droit. » Mes couilles. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça ? Ça fait penser à la rhétorique d'extrême droite qui dit « Pétain était un vieil homme, il a voulu juste protéger la France, il était sous influence des vrais collaborationnistes. » Pétain, c'était pas un vrai collaborationniste. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Le pauvre, il est manipulé, oui. Moi, je pense que c'est ni vrai pour Pétain, ni vrai pour Sterrin. Voilà. Merci le chat à péter. Merci beaucoup. Twitch gauchiste aussi est financé par Sterrin. Je peux pas le prouver, mais je le sais à 100%. Avec le mec de Dexter. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est lié à une structure professionnelle. Vu le nombre de trucs, ou alors c'est vraiment full organisé sur des discords de fachos qui se mettent des extraits entre eux. Mais vu tous les extraits qui sortent tout le temps, il y a un travail de veille qui est fait. Et je trouve qu'ils ont un certain professionnalisme parfois. Surtout, ils essayent de faire des mises en contexte et ils se démerdent pour pas prêter le flanc et se faire attaquer en justice pour harcèlement ou ce genre de choses. Quand ils publient l'extrait de quelqu'un, ils attendent quelques jours avant de republier un extrait d'une même personne pour pas que ça soit considéré comme du harcèlement ciblé. Ils font exprès de mettre le contexte et de se présenter comme étant un peu journalistique et honnête intellectuellement par rapport à ça, pour se protéger, sachant que le résultat est toujours le même pour le Twitch gauchiste. Ça crée du harcèlement, des insultes et même souvent des menaces de mort directement. C'est ça l'effet concret de ce qu'ils font, quoi. Donc ils ont beau se protéger en disant non, on va être inattaquable parce que regardez, on a bien pris le temps de replacer dans le contexte. Moi, toutes les menaces de mort que j'ai pu recevoir suite à des extraits de Twitch gauchiste, peut-être qu'il y a un jour, au bout de trop de menaces de mort, bon, ils ont beau se protéger, moi ça va me casser les couilles aussi, quoi. Voilà. Du coup, 3/4 des extraits sont basés, oui. Bon, après, la flemme de parler de Twitch gauchiste maintenant, mais est-ce qu'il pourrait être lié à un truc genre Pierre-Édouard Sterrin, Bolloré, Progressif Média, j'en sais rien. C'est pas impossible. Voilà. Dans tous les cas, que ça soit vraiment un truc fait à la main, lié à aucune structure, juste avec des droitards qui se coordonnent sur Discord, ou que ça soit lié directement à une structure comme ça, je sais pas si ça change grand-chose, quoi. Faut juste les ignorer, en fait. Faut juste les ignorer, pas réagir à leurs extraits. Et voilà. Et maintenant, ils ont une nouvelle strat aussi, c'est d'essayer de faire des extraits pour foutre la merde au sein de la gauche internet. Avant, c'était vraiment en mode affiché pour faire cancel les gauchistes, et c'était que des fafs qui arrivaient et qui nous insultaient. Maintenant, ils font des extraits qui mettent exprès pour que les gauchistes se graillent entre eux, quoi. Donc, quand il y a ça, il faut juste ignorer, quoi. Il faut juste ignorer. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais bref, on va pas parler de ça maintenant. Parce que normalement, si les points de clivage et d'écharpement au sein de notre camp politique sont choisis directement par un harceleur d'extrême droite comme Twitch gauchiste, c'est vraiment totalement con, quoi. C'est qu'on est en train de se faire MK Ultra littéralement par un groupe d'extrême droite sur Twitter, quoi. C'est complètement con, en fait. Trouvons des points d'écharpement et de clivage qui soient pas décidés directement par nos adversaires. Voilà. Bref. On va continuer.
Mais oui, parce que ça, voilà, c'est le genre de truc, Périclès, et il y a Progressif Média de Bolloré, c'est le genre de structure qui peuvent justement faire des espèces de psyop bizarres sur les réseaux sociaux. Ils font ça aussi. Progressif Média, il y a eu une enquête de Libération, justement, de Pierre Plotu et de Maxime Massé, qui disait que Progressif Média, qui appartient à Bolloré, avait justement fait des campagnes de déstabilisation sur Twitter et sur les réseaux sociaux au profit des candidats ciotistes aux dernières législatives. C'est le genre de truc. C'est le genre de truc. Voilà. Après, il y en a qui peuvent pas ignorer quand ils se prennent un harcèlement en masse. Je me suis pris du harcèlement en masse via Twitch gauchiste, j'ai fait que ignorer. Donc si, on peut ignorer. Si, on peut ignorer. C'est la meilleure strat pour moi. Je suis bien placé pour le savoir. J'étais une des 6 privilégiés de Twitch gauchiste et moi, ça a été assez loin. Révélation d'informations sur ma famille. Twitch gauchiste, il a l'adresse de ma mère. Voilà, juste pour vous rappeler, je me suis pris des dizaines et des dizaines et des dizaines de menaces de mort. Et du harcèlement et quoi que ce soit. Moi, je fais la strat ignorer. Donc si. Toi, peut-être, mais pas tout le monde. Je sais pas. Moi, je pense que si. Après, ça dépend. Si c'est des trucs en mode de la part de l'extrême droite ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas porté plainte, c'est une galère, mais ça pourrait arriver la prochaine fois. Si c'est encore des menaces de mort, je vais finir par porter plainte. Pas directement contre Twitch gauchiste, j'en sais rien, mais contre des gens qui m'envoient des menaces de mort, littéralement. J'ai eu des messages mot pour mot, on va te retrouver, on va t'égorger et violer ta daronne. Mot pour mot, je n'exagère pas, j'ai eu des messages comme ça. De gens qui m'envoient des MP exprès pour me dire ça. Ça va quoi. Oui, le canon français, on en parlait juste avant Château Style. Tout à fait, tout à fait. Ils commencent à se faire cancel, notamment en Bretagne, pour leur lien avec Pierre-Édouard Stérin. C'est écrit juste au-dessus. Voilà. Plus facile à dire qu'à faire d'ignorer, force à ceux qui tankent ce genre de teubé. Bah, moi, je vous le dis, c'est ce que je fais. Mais c'est chiant, c'est chiant. Mais en vrai, se lancer dans du je sais pas quoi et dans du débat et du drama, machin bidule, créé par Twitch gauchiste, c'est pénible et pesant de la même manière qu'ignorer, en fait. Donc voilà. Bon, bref, peu importe. Fume sur ma clope et on reprend. Du coup, on en était où? Oui, donc François Durville, le bras droit de Pierre-Édouard Stérin, serait l'influence de Pierre-Édouard Stérin. Et c'est la faute à François Durville s'il est d'extrême droite, à la base, il l'est pas. Oh là là, quel enfer. Bon, attendez, juste. De quoi? Tu vois un collègue qui dit de la merde qui se fait épingler par Twitch gauchiste, plutôt que de sauter sur l'occasion et de le RT comme un connard, tu ignores ou tu trouves la disaster class toi-même pour donner ton avis sans te faire manipuler par l'extrême droite, quoi. Oui, voilà, déjà, rien que faire ça, ça serait déjà pas mal. Bref, peu importe. On passe à la suite. Donc, l'agenda politique de Durville, le bras droit, est un challenge pour toute la structure, prévenait déjà Alban de Rostu, alors directeur du Fonds du bien commun, en 2024. Cela réduit notre capacité à monter des projets transpartisans. Cette grille de lecture résiste mal à l'examen chronologique. Pierre-Édouard Stérin a commencé à chercher le candidat à l'Élysée idéal pour les droites avant de rencontrer François Durville et finançait déjà des campagnes par des prêts de centaines de milliers d'euros. L'entourage du milliardaire espère néanmoins que le départ prochain du conseiller du RN permettra de donner une couleur moins politique au groupe. Mais voilà, en tout cas, il confirme ce que j'étais en train de dire. Pierre-Édouard Stérin, il n'avait pas besoin d'un conseiller du RN pour être d'extrême droite en réalité. Il faut arrêter les conneries, quoi. Le défi, toutefois, sera de le remplacer. Qui va vouloir prendre ces fonds? C'est très risqué de bosser avec Stérin. Votre CV est carbonisé, s'inquiète une source haut placée de son groupe. Un ancien dirigeant confirme la difficulté à recruter des talents, entre guillemets, de grande école depuis la révélation par l'humanité du projet Périclès. Beaucoup moins positif que le fond du bien commun. Un autre ancien cadre d'Otium confirme la difficulté à s'intégrer dans l'entreprise si on n'est pas aligné, à savoir de droite radicale et catholique pratiquant. Même au sein de l'écosystème de droite, la réputation des équipes de Pierre-Édouard Stérin se dégrade. On leur reproche la supposée arrogance des nantis, malgré des contributions financières légères, une volonté d'ingérence dans le marché des associations qu'ils soutiennent, ou une capacité à s'inspirer de projets existants pour les répliquer en interne. Ils essaient d'appliquer des méthodes d'un autre monde aux politico-associatifs, sans connaître aucun de nos codes et en considérant que tout ce qui a été fait jusqu'à présent était nul. S'agace le dirigeant d'une association de la mouvance. Ok, donc je veux dire, même en interne, ils aiment pas Pierre-Édouard Stérin parce qu'il est en mode genre non, moi je vais tout révolutionner en fait. Vous y connaissez rien. Oh non, envie de lire la suite. Putain, parce que je suis pas abonné au Monde, j'utilise l'abonnement de mon daron, figurez-vous. Je vais F5, il va comprendre que c'est à moi. Oh, je suis en train de travailler. Papa! Je suis en train de travailler, tu liras le Monde plus tard. Je finis juste l'article sur Pierre-Édouard Stérin. Bon, on va voir. Normalement, quand je fais F5, après, c'est lui que ça l'enlève. Il y a un monde où on peut lire l'article en même temps. On verra. Voilà. Ah, le fils à papa, hein. Not beating the bourgeois allegations. Oh non, papa, j'essaie de lire le Monde. Non, ça devrait le faire. Au pire, je l'appelle, je dis direct. Mais il est pas en train de bosser, lui. Ah non, je crois que le vendredi, peut-être qu'il a son vendredi. Je sais plus. Bon bref, peu importe. Je pense qu'il a compris. F5 into CTRL-C, CTRL-V dans Word. Non, mais je pense que ça va le faire. Ouais. Père, vous m'empêchez de lire la presse. C'est pour le contenu, papa. Ouais, tout à fait. Bon, bref.
Ok. Signe de l'étoile encore brillante de Pierre-Édouard Stérin, ce cadre d'extrême droite juge ses propos inassumables publiquement, constatant que tout son camp compte encore sur l'argent de l'exilé fiscal. Avant, le but des jeunes qui sortaient des écoles de droite était de convaincre de leur projet. Aujourd'hui, c'est de toucher le pognon de Stérin. Tout l'écosystème de droite l'incite à continuer, à ne pas céder aux gauchistes, qu'il faut prendre des coups pour la cause, constate un proche. Ils ne veulent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ok, donc en plus, il y a plein de droitards qui sont dépendants de la thune de Stérin, et en même temps, la boîte de Stérin est en mode on est en train de perdre de la thune avec toutes ces histoires. Il y a plein de gens un peu dans le business qui veulent plus travailler avec nous, mais en même temps, il y a plein de jeunes militants droitards qui comptent sur notre thune pour mener la bataille culturelle. Du coup, ils sont un peu dans une équation insoluble. Tant mieux, tant mieux. Cela n'a pas empêché, au mois de juin, Pierre-Édouard Stérin d'être écarté de sa création la plus emblématique, la Nuit du bien commun, ce dont on parlait au début, qui a concentré l'essentiel des attaques. Dès février 2024, peu après l'apparition d'un portrait de l'homme d'affaires en saint patron de l'extrême droite dans l'humanité, on y revient, la ville de Marseille et la Fondation de France, premier réseau philanthropique du pays, mettent fin à leur partenariat respectif avec ces soirées, où des associations pitchent leurs projets pour susciter des dons auprès d'entreprises et de particuliers. Comme quoi, cette enquête de l'UMA, elle a eu des vraies conséquences. Voilà. Pierre-Édouard Stérin a beau dire son étonnement et assurer qu'il n'est plus président de la Nuit du bien commun et n'occupe aucune fonction exécutive dans cette structure, il a beau cesser d'assister aux nuits, le mal est fait. L'édition marseillaise de juin 2024 ne lève que 332 100 €, soit 100 000 € de moins que celle de 2023, donc ça fait une diminution de 25%, à peu près. D'autres afficheront des records. Près de 1,4 million d'euros en novembre 2024 à Paris, 718 100 € à Lyon en mai 2025, 440 200 € à Rouen en juin, 231 500 € à Angers en octobre. Ok, donc il y en a d'autres qui marchent très très bien, mais il se trouve que à Marseille, comme il y a eu un peu le scandale de l'article de l'Humanité, il y a eu une vraie baisse des revenus, contrairement à d'autres trucs où il n'y a pas eu cette actu politique derrière, on va dire. Ok. Mais dès la soirée du 6 mai 2025 à Tours, ces soirées caritatives font surtout parler d'elles par les protestations qu'elles suscitent. Des pétitions et des manifestations sont organisées à l'initiative d'associations, de syndicats et de partis de gauche. Des messages injurieux sont tagués sur les lieux de travail et aux abords des domiciles de membres des comités locaux, chargés de sélectionner les associations candidates. S'y ajoutent des menaces de mort qui donneront lieu à des plaintes en justice, tel un collage Stérin décapitation. Bon, ça, oui, je veux dire, on peut faire des pressings là-dessus et des pressions qui fonctionnent sans aller jusque dans des menaces de mort, pour le coup. Ça, c'est un peu du contre-son-camp, si vous voulez mon avis. Parce que je veux dire, voilà, des pétitions, des manifestations organisées par des associations, des syndicats et des partis de gauche, ça, justement, on voit bien à travers cet article que ça a fait bouger les choses. Est-ce que du coup, aller mettre des collages Stérin décapitation, ça rajoute vraiment à quoi que ce soit? Non, faites pas ça, faites pas ça. Sans oublier une tribune publiée dans Le Monde par les maires écologistes ou socialistes de 8 grandes villes. Okay. À Tours, Nantes, Toulouse et Annecy, les montants des dons sont en baisse, tout comme la fréquentation. Le communiqué qui scelle le départ de Pierre-Édouard Stérin du fonds de dotation de la Nuit du bien commun, le 30 juin, n'apaise pas la situation. Les organisateurs, qui exigeaient déjà une pièce d'identité à l'entrée des soirées, ont aussi supprimé toute mention des sponsors, ce qui les protège tout en rendant invisibles les défections. Parmi les associations participantes, bon nombre sont des lauréates d'éditions précédentes, souvent d'inspiration chrétienne, qui partagent une réticence à répondre aux sollicitations du monde. L'une d'elles, œuvrant dans le domaine social, accepte de répondre sous la condition de l'anonymat. Nous avons candidaté cette année sans connaître le lien avec Stérin, et nous ne sommes pas d'accord avec lui. Mais comme plein d'associations, nous sommes confrontés à la baisse des subventions et on a vraiment besoin de cet argent, explique une élue du conseil d'administration. C'était très stressant de participer à cette soirée, et on n'y retournera pas. Alors ça, pareil, il y a un petit truc à tirer de tout ça, quoi. C'est que l'austérité budgétaire, les politiques d'austérité budgétaire et de baisse des dépenses publiques qui se font depuis des années et des années et des années, et dont Macron est extrêmement friand, ça fait trinquer le milieu associatif. Le milieu associatif, c'est quand tu coupes des fonds, directement, c'est les collectivités territoriales qui prennent, et quand les collectivités territoriales perdent des fonds, c'est le milieu associatif, le financement des milieux associatifs qui prend en premier quasiment. Parce qu'on estime que l'associatif et le culturel, c'est pas essentiel, donc on peut très bien réduire la dépense publique là-dessus, plus que sur les retraites ou sur l'école publique ou ce genre de choses, même s'ils le font aussi sur l'école publique. Mais je veux dire, le milieu associatif est en première ligne des politiques d'austérité budgétaire et de réduction de dépenses publiques. Et donc il y a un autre effet à la marge, et c'est pour ça qu'aussi l'extrême droite est pour vraiment couper dans ces dépenses-là, c'est qu'au final, le milieu associatif, pour survivre, a besoin de financement. Il se retrouve à devoir parfois être financé par des mecs comme Pierre-Édouard Stérin qui font littéralement de la propagande d'extrême droite. Et ça rejoint le truc de l'extrême droite et du RN qui sont pour privatiser intégralement l'audiovisuel public, parce que du coup, ça leur permettrait de faire racheter un maximum de médias par Bolloré et des gens d'extrême droite, quoi. Donc c'est pour ça que derrière les politiques d'austérité, de manière détournée, ça renforce aussi l'extrême droite parce qu'ils ont de la thune pour aller financer le milieu associatif qui du coup deviennent dépendants de structures qui sont parfois directement pilotées par l'extrême droite. Et ça craint du cul. Voilà.
T'as des politiques qui ont coupé 100% du planning familial pour financer les soirées du bien commun de ce terrain. Ah ouais? Bon, bah voilà, ça rejoint un peu ce que je disais. C'est chaud. Ce terrain n'a plus de liquidité pour alimenter ses projets fascistes, il doit brader des boîtes juste pour faire vivre d'autres, et son trésorier est plus occupé au RN qu'à faire tourner ses boîtes. Oui, bah c'est bien résumé, hein, c'est un peu ce que dit l'article depuis le début. Alors je regarde juste où on en est, défection. Ah non, on a bientôt fini. Ok, je pensais qu'il restait, qu'on était qu'à la moitié. Mais ok, bon, ça va, c'était pas si long que ça. C'était un peu long, mais c'était intéressant. Je suis content de l'avoir lu avec vous. Allez, on continue. Jonathan Jérémias, figure respectée de l'économie sociale et solidaire, et cofondateur de l'association Comme les Autres, qui a participé à plusieurs nuits jusqu'à cette année, nous dit: la ligne rouge serait de se faire récupérer politiquement. Mais les organisateurs nous ont garanti que Pierre-Édouard Stérin ne joue plus aucun rôle. Ils ne nous ont jamais demandé de faire la promotion de l'événement, et encore moins celle du projet Périclès. La facilité aurait été de dire qu'on boycottait parce que le cofondateur est d'extrême droite. Il y en a d'autres dans le mécénat. Cela n'aurait pas été rationnel. Ok. Fin septembre, 2 des 6 associations sélectionnées pour la nuit du bien commun de La Rochelle-Niort ont fait défection. Ah, c'est quand même un tiers, hein, c'est beaucoup. L'édition parisienne de décembre, initialement prévue à l'Olympia, scène mythique de Paris, hein, salle légendaire de Paris, qui compte 2000 places assises, est reprogrammée aux Folies Bergères, qui en compte 1500. Bon, les Folies Bergères, c'est pas dégueulasse non plus, mais ça n'a pas le prestige de l'Olympia en réalité. Voilà. Sélectionnée, l'association Les Papillons ne s'y rendra pas, à regret. L'argent vient des participants, pas de l'extrême droite, et les organisateurs ont été très transparents sur les attaques dont ils faisaient l'objet. Nous avons finalement préféré renoncer plutôt que d'être pris dans une tempête qui ne serait pas la nôtre, explique son président Laurent Boyer. Ok, donc ça fait quand même beaucoup de défections, hein. Il y a vraiment un effet radioactif. Effectivement, c'est pas pour rien qu'ils ont mis dans le titre de l'article. Quand tu lis ça, ils ont 10 milliards d'exemples de gens qui se retirent et qui se désolidarisent d'un événement, surtout les nuits du bien commun, parce que Pierre-Édouard Stérin, tout simplement. C'est bien, ça fait plaisir. La soirée est prévue le 6 octobre à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, en remplacement de l'édition marseillaise, qui avait été un peu un fiasco parce elle avait lieu juste après les révélations de l'UMA, est empêchée par une grève des intermittents de la salle de spectacle. Yes, let's go! La grève contre l'extrême droite. Ça fait plaisir. Souvent, quand on pense à la grève, c'est par rapport à une loi, à une attaque sur le monde du travail, sur le droit du travail, qui vient directement du gouvernement. On veut faire une grosse grève le plus forte possible pour aller dans un rapport de force et tenter de faire plier le gouvernement, etc. Souvent, quand on pense aux grèves, on pense à ça, nous autres gauchistes. Mais les grèves, parfois aussi, c'est dans le cadre précis, dans le cadre d'une entreprise. Donc ça peut être une grève des salariés d'une entreprise précise pour, je sais pas, augmenter les salaires, lutter contre un plan de licenciement. Donc ça se passe pas à l'échelle nationale. Mais dans le milieu culturel et du spectacle, il peut aussi avoir ce type de grève-là. Genre une grève de la part des techniciens, des petites mains en fait de l'industrie culturelle, on pourrait les appeler comme ça, et du spectacle, qui sont en mode non, pas de facho dans notre théâtre, pas de facho dans notre salle, on fait grève et derrière, ça dégage. C'est aussi l'utilité que peut avoir une grève. Donc ça fait très très plaisir. Voilà. Une soirée de facho empêchée par une grève des intermittents de la salle de spectacle, c'est vraiment les travailleurs en lutte qui arrivent à lutter très concrètement contre l'extrême droite qui essaye d'imposer une hégémonie culturelle, quoi. Ça me fait très très plaisir. Ça me fait très très plaisir. Et donc du coup, ils ont dû remplacer ça, faute de salle, par une édition en ligne, et les dons continuent de baisser. C'est bien. C'est bien. Bravo. Bravo aux intermittents du spectacle d'Aix-en-Provence. Des gouttes, je vous salue. Il y en a là dans le chat? Il y a des intermittents du spectacle d'Aix-en-Provence ou pas? Bravo à vous. Vous me rendez fier, vous rendez la France fière. Voilà, je le dis. Ok. En tout cas, tout ça de quoi inciter Stanislas Billot de Lochenay, alors beaucoup de noms à particules dans cet article, cofondateur de la Nuit du Bien Commun et patron de la société qui en organise les éditions, au bol, à prendre la parole. Invité de CNews puis d'Europe 1, 2 médias du groupe Bolloré, il dénonce, je cite, des menaces inouïes pour un événement de philanthropie et réfute toute intention masquée, tout en reconnaissant que la proximité sémantique avec le fond du bien commun créé par le milliardaire 4 ans après les nuits n'est pas facile à gérer. Donc comme c'est bizarre, il est en mode il est en mode non, on n'a rien à voir avec l'extrême droite. Du coup, je vais sur 2 chaînes du groupe Bolloré d'extrême droite défendre le fait qu'on a un lien avec l'extrême droite, alors qu'en fait, on a un lien avec un milliardaire d'extrême droite. Oui, bah c'est ça va. Ça veut dire quoi, des menaces inouïes? Donc une grève d'intermittents dans une salle de spectacle, c'est des menaces inouïes? La grève est un droit constitutionnel garanti par toute démocratie un peu sérieuse, monsieur le fasciste. Donc ça va pas, ça. Et moi de savoir quels sont les assos soutenus par la Fondation du Bien Commun. Il y a une liste sur leur site, vous croyez? Je sais pas du tout. Du coup, je demande à l'UMA, ceux qui ont bossé sur le dossier un peu, pour avoir les infos. Je peux maintenant. Maintenant, je peux. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet intéressant, Pierre-Édouard Stérin et les révélations de l'UMA, etc., pour le prochain live à l'UMA, pour le prochain Ribot dans l'UMA. Il y a la liste sur le site de Périclès. Ok. Alors après, Périclès, c'est un des trucs de Stérin. Je suis pas sûr qu'il y ait toutes les assos culturels qui peuvent être concernés, etc., etc. Ouais, mais là, c'est pour le projet Périclès. Là, les trucs de la Nuit du Bien Commun, c'est pas lié au projet Périclès directement. Donc je pense qu'il n'y a pas tout sur Périclès.
Mais bon, au pire, j'essaierai d'en parler un peu avec Anthony Cortés, mon collègue qui est journaliste politique à l'UMA. Je suis pas sûr qu'il s'était lu sur ce dossier, mais je pourrais éventuellement lui demander en mode ça serait bien de parler de Pierre-Édouard Sterrin, etc. etc. Et du coup, bon, l'UMA a les datas, ça c'est sûr que l'UMA a des datas. Donc je pourrais essayer de demander. À Bordeaux, on est en train de se faire gangréner. Bah écoute, je peux essayer de demander, je peux essayer de voir, Pépita. J'essaierai, je note ça. Voilà, bon, je le note dans ma tête pour l'instant, mais je retiens. N'hésite pas à me renvoyer un MP ou quoi que ce soit. Voilà. Les gars de Frontal sur l'eBay doivent savoir aussi. Ouais, faudra demander aussi à Pierre Plotu, Maxime Massé, etc. etc. Mais bon, je n'ai pas de contact à l'eBay pour le coup. Bref. Ok, bah vas-y, n'hésite pas à me renvoyer un MP et tout. Ça peut être intéressant. Ce sera l'occasion de parler du milieu culturel et associatif aussi, quoi. Un truc dont on parle pas assez et qui est, comme je le disais tout à l'heure, en première ligne des politiques de réduction de dépenses publiques, quoi. Donc on peut faire d'une pierre deux coups. Comment le milieu associatif est gangréné par l'extrême droite et comment les réductions de dépenses publiques forcent une dépendance à certains financements d'extrême droite dans le milieu culturel et associatif. Ça fera un super sujet en réalité, ça fera un très bon sujet à l'UMA. Je retiens. On en reparle, on en rediscute. Ok. Allez, dernier paragraphe. Le fait qu'aucune des deux entités n'ait fait le choix de se renommer pose cependant question. Donc les deux entités, c'est Fonds du bien commun et Nuit du bien commun. D'autant plus que la Fondation de France avait expressément demandé de rebaptiser la Nuit du bien commun dès février 2024, révèle sa directrice générale Axel Davzac. Il y avait un vrai risque de confusion avec le fonds de Sterrin. C'est pourquoi nous en avions fait la condition de la poursuite de notre partenariat. La Maison du bien commun, rattachée au Fonds du bien commun de Pierre-Édouard Sterrin, s'est déjà rebaptisée la Maison du Roc. Du côté des Nuits du bien commun, leur directeur de la communication, Thomas Tixier, indique que, je cite, « Compte tenu des polémiques en cours, différentes pistes ont pu être étudiées, dont celle d'un potentiel changement de nom. Je pense que cela va arriver. » Est-ce que ça sera suffisant ? Est-ce que le taf n'a pas déjà été suffisamment fait pour dire à Pierre-Édouard Sterrin un PB et qu'il y a plein de gens qui se désolidarisent ? Je ne sais pas. Ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, il faut continuer à faire ce taf. Comme quoi, voilà, il y avait un peu la jurisprudence Bolloré qui fait qu'on a été ultra attentif sur Pierre-Édouard Sterrin. Quand je dis on, c'est la gauche et les médias de gauche et les militants et le milieu associatif de gauche, etc., etc. Il y avait un peu la jurisprudence Bolloré, on a été ultra attentif et il semblerait que ça porte un peu ses fruits, tout ça. Ou alors, c'est simplement aussi que Pierre-Édouard Sterrin est moins doué et moins friqué que Bolloré et a moins de pouvoir pour faire ce projet-là. Je sais pas exactement, mais en tout cas, voilà. Là, on voit bien que toutes ces révélations, ces articles, tout ce travail qui a été fait de la part de la gauche médiatique ou non, ça porte ses fruits. Et donc, il faut continuer, tout simplement. Voilà. Sortie de l'OC pour demander, ça parlait de quoi les 2 premières heures ? Ça lisait l'article et on a parlé un peu de Rio de Janeiro dans les favelas et on a fait un train de la hype. Donc, t'as pas loupé grand-chose, on a encore quasiment tous les sujets à faire, on en est encore qu'à notre premier sujet. Ça va encore être un long live. Je suis fatigué. Peut-être je vais prendre un peu des vacances la semaine prochaine, je sais pas. Il y a peut-être un moment je vais devoir souffler un peu parce que je sais pas si je vais tenir à ce rythme-là jusqu'aux vacances de Noël. Je verrai. Voilà. Ok, bon bah trop bien cet article. Hein. Donc j'ai déjà fait ma conclusion, mais là je leur dis pour ceux qui regardent la VOD YouTube, déjà abonnez-vous, partagez la vidéo, etc. etc. Vous êtes peut-être pas abonné du monde, peut-être que vous ne profitez pas de l'abonnement de votre papa comme moi, donc vous n'aviez pas accès à tout ça. Et ben voilà, comme ça, très bon article, tout à fait Garcam, très bon article. Si vous avez découvert cet article-là grâce à moi, et ben abonnez-vous et puis partagez la vidéo pour que d'autres puissent avoir accès à ces informations. Pour une fois qu'on a quelque chose qui ressemble un peu à des bonnes nouvelles à gauche, et pour une fois qu'on voit que ce qu'on fait porte ses fruits, autant partager l'information pour qu'on puisse se remotiver et continuer à le faire.